Tu ne viendras pas, maman. Ce serait inapproprié. La phrase est tombée comme un couvercle sur ma poitrine. Sans éclat, sans cri, juste cette politesse froide qui coupe plus net qu'un couteau. Claire n'a pas levé la voix. Elle a simplement ajusté la manche de son pull, les yeux fixés sur le mug de café qu'elle tenait trop fort. Ses doigts blancs tremblaient légèrement, mais son ton, lui, ne tremblait pas. La veille encore, j'étais sa mère. Ce matin-là, j'étais devenu un problème de protocole. Je n'ai d'abord rien dit. L'air avait une odeur de pain grillé et de désinfectant, cette odeur tiède et vide des maisons où l'on a pleuré sans vouloir que ça se voie. Sur la table, entre nous, traînait une enveloppe beige, les papiers du funérarium. Je l'ai reconnue avant qu'elle ne parle. « Ce n'est pas contre toi, maman », a-t-elle ajouté. « C'est juste, tout est encore trop fragile. Tu sais bien comment les gens parlent. » « Les gens ? Oui. Et puis, il y a Hugo. Et, enfin, tu comprends. Ce serait trop. » Ce mot « trop » a glissé comme un fil de fer autour de ma gorge. Trop vieille, trop veuve, trop vivante encore pour leur deuil impeccable. J'ai posé ma main sur la table, calmement. Mes doigts touchaient la porcelaine froide de la tasse qu'elle venait de me servir. Elle ne m'a pas regardée. Son visage était dur, organisé, comme ces façades neuves sans balcon où rien ne dépasse. Je voulais lui demander « Pourquoi ? Pourquoi cette exclusion, ce bannissement de la dernière scène ?» Mais ma voix n'a pas obéi. Elle s'est cassée au bord de la gorge, remplacée par un silence épais. Alors Claire s'est levée, a contourné la table, et d'un geste sûr a pris mon trousseau de clés posé près du journal. Je garde celle de la maison, pour simplifier les choses. Tu n'en auras pas besoin maintenant. Simplifier. Depuis quand le mot simplifier veut dire effacer? Elle a glissé la clé dans sa poche. Je l'ai entendu tinter contre son téléphone, ce petit bruit métallique qui disait la fin d'un monde. Je n'ai pas protesté. Mon corps a bougé avant mon esprit. J'ai cherché mon sac, j'ai boutonné mon manteau, j'ai remis mon foulard. Le ciel derrière la fenêtre était d'un gris de cendre. « Tu comprends, maman ?» a-t-elle répété. « Oui, j'ai compris. J'ai compris qu'on venait de me retirer mon dernier rôle, celui de veuve. J'ai compris que l'on pouvait vous voler un adieu sans même hausser le ton. Je me suis levée. Le parquet a gémi sous ma canne. Ce vieux cri familier que Paul entendait toujours avant moi. J'ai regardé autour. Les cadres qu'elle avait changés, les photos où je n'étais plus qu'un coin d'épaule, une silhouette floue dans un Noël d'autrefois. Tout était en ordre, tellement en ordre que j'en avais froid. Avant de partir, j'ai cherché un simple mot pour ne pas mourir debout. Mais rien n'est venu. J'ai pris mon sac, ma respiration, et j'ai dit seulement « C'est bien, si c'est ce que tu veux ». Elle a soupiré, soulagée peu, être, comme si ma docilité validait sa décision. Dans l'entrée, mes gants m'attendaient sur la console. Je les ai enfilés lentement, doigt après doigt, pour gagner du temps. Dans le miroir, mon reflet avait l'air d'une étrangère polie. On aurait dit une vieille dame quittant un salon après un thé mondain, pas une épouse qu'on chasse d'un enterrement. J'ai ouvert la porte, la lumière du matin m'a giflé. Au bas de l'escalier, j'ai sorti de mon sac mon vieux carnet ligné, celui à la couverture bleue que Paul m'avait offert pour mes recettes et mes pensées. Je l'ai ouvert sur la première page libre. Ma main tremblait un peu, mais j'ai écrit d'une traite. 14 mars, chez Claire. Elle m'a dit « Tu ne viendras pas ». Je me suis arrêtée, le stylo suspendu au-dessus du papier. Puis j'ai ajouté « Clé retirée. Décision prise sans moi ». Le carnet, c'était tout ce qu'il me restait. Ma preuve, mon espace, ma mémoire. J'ai rangé le stylo, j'ai levé les yeux vers le ciel bas de Grenoble. Les toits fumaient encore du froid de la nuit. La ville était silencieuse, comme si elle avait peur de marcher sur mon chagrin. Je suis rentrée chez moi à pied. Chaque pas résonnait dans le vide. Chaque pavé me renvoyait l'écho d'une phrase que Paul aimait répéter. Un fleuve, ça passe, même entre les pierres. J'essayais de me le redire, de croire que la douleur finirait par se frayer un passage. Mais à cet instant-là, rien ne passait. Rien, sinon l'humiliation lente d'une mère qu'on déplace pour ne pas froisser le décor d'un deuil mondain. Sur ma boîte aux lettres, une étiquette récente portait désormais un autre nom. Madame Paul D. C. Auclair-Durand. Je n'étais plus une femme.
J'étais une dépendance administrative. Je suis entrée, j'ai posé mon manteau, j'ai allumé la lampe du salon. L'abat-jour diffusait une lumière jaune sur les cadres photos. Paul en chemise claire, le sourire doux des dimanches après la messe. Sa main sur mon épaule. Je me suis assise, droite. Le silence m'a entourée comme une nappe qu'on tire pour tout recouvrir. Et c'est là, à cet instant précis, que j'ai compris. Ce n'était pas la mort de Paul qui me brisait. C'était la mienne qu'on venait de prononcer, à voix basse, entre deux gorgées de café. Mais j'ai aussi senti minuscule, têtue une étincelle se lever en moi. Pas de haine. Pas encore. Juste ce point fixe, qu'on appelle la lucidité. Je me suis promis de ne plus jamais laisser personne m'expliquer ce que je devais comprendre. Quand j'y repense, notre histoire a commencé sans bruit, comme ces ruisseaux qu'on ne remarque pas tant qu'ils n'ont pas creusé leur lit. C'était à Grenoble, un été d'après-guerre encore tiède, les montagnes semblaient veiller sur nous comme des témoins discrets. Paul portait une chemise blanche trop grande pour lui et un regard tranquille. Il enseignait les mathématiques dans un petit lycée de la ville. Moi, je travaillais déjà à domicile, quelques ourlets, des robes de communiante, les tabliers des voisines. Notre mariage n'a pas eu de valse ni de fleurs chères. On avait loué une salle au-dessus d'un café. Un accordéoniste borgne jouait des airs d'Édith Piaf. Et ma robe, c'est moi qui l'avais cousue, de mes doigts encore rouges d'aiguille. Il pleuvait un peu. Mais Paul disait que la pluie bénissait les couples pauvres. On s'est juré des promesses simples. Partager le pain, rire le dimanche, ne jamais fermer la porte l'un à l'autre. Les années suivantes ont filé comme des saisons rangées dans une armoire. On a acheté un petit terrain à Fontaine, à la sortie de Grenoble. Paul posait les pierres les week-ends. Je préparais la soupe sur un réchaud pendant qu'il montait les murs. On n'avait rien, sinon l'énergie de croire qu'on construisait quelque chose qui durerait plus que nous. Quand Claire est née, j'ai compris ce que veut dire le mot amour quand il pèse dans les bras. Elle avait déjà ce front volontaire, ces yeux qui défient tout. 3 ans plus tard, Anne est arrivée, plus douce, plus rêveuse. Elle dormait la joue collée contre mon cou, et je revois encore son souffle chaud dans les nuits d'hiver où le poêle s'éteignait trop tôt. Paul, lui, adorait être père. Le soir, après les cours, il s'asseyait sur le tapis et inventait des problèmes de mathématiques avec des fées et des châteaux. Claire répondait toujours la première. Anne écoutait, les doigts dans les boucles de ses cheveux. Nous n'étions pas riches, mais il y avait des rires à chaque étage de la maison. Je cousais jour et nuit. Des draps, des manteaux, des robes d'institutrice. J'apprenais à mesurer le temps au rythme de l'aiguille. Le bruit du fil traversant le tissu, c'était ma musique. Parfois, Paul descendait de son bureau et m'apportait un café. « Tu vas finir par te piquer le cœur à force de coudre. » Je lui répondais. « Tant qu'il bat encore, ça va. » On riait. C'était ça notre bonheur, pas spectaculaire, mais solide, tissé d'habitude et d'une tendresse sans phrase. Nos dimanches, on les passait au bord de l'Isère. Les filles couraient dans l'herbe, Paul lisait le journal, et moi, je sortais de mon panier un cac aux cerises. Une amie, Élise, venait parfois avec son piano portatif, un vieux Pleyel qu'elle accordait elle-même. Elle jouait des airs de Schumann pendant que le vent emportait les miettes. Ces après-midi-là avaient une lumière particulière, celle qui fait croire que le temps peut s'arrêter quand on le regarde avec assez d'amour. Puis, peu à peu, le monde a changé. Les filles ont grandi. Les cahiers d'école ont été remplacés par des ordinateurs, les gouttières par des téléphones. Claire est devenue celle qui réussit, études à Lyon, un mari ingénieur, des vêtements stricts. Anne est restée plus proche, mais plus silencieuse aussi. Paul vieillissait, il perdait un peu la mémoire, mais pas sa douceur. Il notait sur des post-it des mots simples. Acheter pain, dire merci à Marie, appeler Élise. Moi, je continuais de coudre. Moins vite, mais avec la même précision. Les commandes se faisaient rares, les clientes mouraient les unes après les autres. Le soir, j'attendais le bruit de la clé dans la serrure. Parfois, Paul rentrait plus tard, fatigué, les mains pleines de copies. On dînait en silence. Le silence n'était pas un reproche, c'était une fatigue partagée. Un jour, Claire est revenue pour un week-end. Elle a trouvé la maison trop petite, les rideaux trop vieux, le jardin mal entretenu. Elle a ri de mes torchons brodés, de mes serviettes à fleurs. « Il faut moderniser, maman, tu vis dans un musée. » J'ai souri.
Les musées, pensais-je, ont au moins le mérite de garder la mémoire. À partir de là, la distance est installée. D'abord invisible, comme un courant d'air, puis plus lourde. Claire m'écrivait des mails au lieu d'appels. Anne passait de temps en temps, déposait une tarte, une écharpe, une nouvelle photo de sa fille Émilie. Paul, lui, s'affaiblissait. Il avait gardé son humour, mais son pas devenait plus lent. Je l'aidais à s'habiller, à boutonner ses chemises. Le matin, je l'entendais marmonner. « Ne me laisse pas partir avant toi », je lui répondais. « Je ne commande rien au ciel. » Les jours s'allongeaient, comme du linge qu'on plie trop souvent. Notre maison, celle qu'on avait bâtie pierre après pierre, devenait un souvenir avant même qu'on la quitte. Je savais que la vie que nous avions cousue ensemble s'effilochait. Mais je me disais, au moins, on la porte encore. Je n'aurais jamais cru que, des années plus tard, c'est notre propre fille qui déchirerait la dernière couture. Tout a commencé par des riens. Des petits gestes qu'on met d'abord sur le compte de la fatigue, de la vie moderne, de la maladresse. Des riens, oui, mais qui finissent par s'accumuler, comme la poussière sur les meubles qu'on n'essuie plus. Le premier dimanche manqué, je ne m'en suis pas offusquée. Claire avait envoyé un SMS sec. On reporte le déjeuner. Hugo a du travail. Pas de bisous, pas de désolé. Juste une phrase nue, administrative. J'avais préparé une tarte aux poires, la préférée de Paul. La pâte refroidissait sur le plan de travail quand le message est arrivé. Paul a lu par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit. Il a sorti le jeu de cartes, m'a proposé une belote pour tuer le temps. Nous avons joué en silence, la tarte intacte entre nous. Le dimanche suivant, le scénario s'est répété. Puis un autre. Maman, on est fatigué, tu comprends. Oui, je comprenais. J'ai toujours compris. C'est peu, être ça, ma faute, comprendre trop vite. Un jour, Claire m'a appelé au sujet des impôts de son père. Tu ne comprends rien aux papiers, maman. Laisse, on s'en occupe. Son ton n'avait pas la douceur d'une aide, mais la sécheresse d'un verdict. Comme si ma vieillesse était devenue un handicap administratif. J'ai voulu protester. Je gère mes papiers depuis 40 ans, Claire. Mais elle avait déjà raccroché. À partir de ce jour-là, les décisions se prenaient sans moi. Je les découvrais dans la conversation, comme des faits accomplis. J'ai pris rendez-vous pour papa. On a appelé la banque. Le médecin a dit que, toujours ce « on » impersonnel qui me rayait du tableau. La première fois que j'ai senti mon existence se dissoudre vraiment, c'était chez le docteur Chevillard. Paul avait du mal à respirer, je l'avais accompagné. Dans la salle d'attente, Claire est arrivée, sans prévenir. Elle a salué, s'est installée à côté de moi, le téléphone à la main. Quand le médecin nous a appelés, elle a pris les devants, comme si j'étais une étrangère. Pendant la consultation, elle répondait à la place de son père. « Oui, docteur. Il prend bien ses cachets. »« Non, pas de fièvre. Il oublie parfois, mais je vérifie. » Je me suis entendue murmurer. « Je vérifie aussi, mais personne ne m'a écouté. » Le médecin notait. Paul toussait. Et moi, je me sentais invisible. En sortant, Claire a payé la consultation. Elle a remis le reçu dans son sac, sans même me regarder. Dans la rue, elle a dit « Tu vois, c'est mieux comme ça. Ça t'évite de te fatiguer. » Fatigué. Ce mot m'a frappé comme une gifle polie. On dirait qu'à partir d'un certain âge, tout ce qu'on fait est suspect d'épuisement. Même aimer. À la maison, j'ai trouvé sur la table une pile de documents. Factures, contrats, comptes joints. Des annotations au stylo de Claire parsemaient les marges. À clôturer, à vérifier, procuration à établir. Je me suis assise, j'ai pris mon carnet et j'ai noté. Claire gère les comptes. Je ne signe rien sans lire. C'était mon premier réflexe de défense. Une petite phrase, mais déjà une digue. Le soir, Paul s'est endormi tôt. J'ai regardé son visage amaigri, la peau pâle tendue sur les pommettes. J'ai pensé, c'est pour lui que je supporte tout ça. Pour lui, je reste calme. Mais au fond, je savais déjà que ce calme était une manière de se taire pour ne pas effrayer la vérité. La vérité, elle est venue un jour de printemps, à travers une conversation d'apparence anodine. Nous étions tous dans le salon. Paul somnolait dans son fauteuil. Et Claire a lancé « Il faudrait commencer à réfléchir à la succession, maman. Ce sera plus simple plus tard. » J'ai cru mal entendre.
La succession? Mais ton père est vivant, Claire. Elle a rougi, gênée à peine. Oui, bien sûr. C'est juste de la prévoyance. Tu sais, aujourd'hui, on anticipe tout. Paul a ouvert un œil. Quelle succession? Je suis encore là, je crois. Elle a ri, faussement légère. Oh papa, tu sais bien, c'est juste pour organiser les choses. Mais moi, je ne riais pas. Ce mot-là, succession, sonnait comme une trahison douce, enveloppée dans de bonnes intentions. On ne prépare pas un testament au milieu d'un repas de famille, pas tant que le cœur du père bat encore dans la pièce. Après leur départ, j'ai rangé la table lentement. Chaque assiette semblait avoir perdu sa place. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, le vent de la montagne soufflait, sec et froid. Je me suis demandé à quel moment mes enfants avaient cessé de me regarder comme une femme, pour ne plus voir qu'un dossier à classer. Je ne disais rien à Paul. À quoi bon? Il aimait la paix. Il disait toujours « Ne fais pas de vagues, ils t'aiment à leur manière ». Mais leur manière commençait à ressembler à un effacement méthodique. La nuit, quand tout dormait, je descendais parfois au salon. Je regardais les cadres accrochés au mur, les filles enfants, la maison en construction, le jour de notre mariage. Et plus je les fixais, plus je sentais que quelque chose, en silence, se préparait derrière ces sourires figés. Un déplacement invisible, comme une chaise qu'on tire doucement pour vous ôter la place. Je ne savais pas encore quand, ni comment, mais je pressentais que le moment viendrait où on me dirait « Ce n'est plus ta maison, ce n'est plus ton choix, ce n'est plus ton deuil ». Alors j'ai pris mon carnet et j'ai écrit en haut d'une page. Quand il parle de simplifier, méfie-toi. Je ne savais pas encore que cette phrase deviendrait ma devise. C'est étrange, la manière dont les trahisons se présentent. Jamais en pleine lumière, toujours pliées dans du papier officiel. On ne vous crie pas dessus. Non, on vous informe, poliment, administrativement, comme si l'effacement d'une vie entière n'était qu'un détail logistique. C'était 2 jours après la mort de Paul. J'étais seule à la maison, encore engourdie de ce vide. Le téléphone sonnait sans cesse. Les condoléances, les cousins lointains, la mairie. Tout me traversait sans que rien ne m'atteigne. Puis, en fin d'après-midi, le facteur a glissé une grande enveloppe Kraft dans la boîte. J'ai reconnu l'entête du service des pompes funèbres de Grenoble. Mon cœur s'est serré. Enfin, pensais-je, les papiers pour la cérémonie, le lieu, l'heure. J'allais pouvoir me rendre utile, préparer les fleurs, choisir la musique que Paul aimait Schumann, toujours Schumann. Je me suis assise à la table du salon. La lumière d'hiver se couchait sur le buffet. J'ai ouvert l'enveloppe. Le premier feuillet disait « Conformément à la décision de la famille, la cérémonie se tiendra en présence restreinte, selon les souhaits exprimés par Madame Durand, fille du défunt. » J'ai lu et relu la phrase, les lèvres serrées. Madame Durand, fille du défunt. Et moi? Moi, j'étais quoi? J'ai continué à lire, les yeux brouillés. Madame Paul D. ne sera pas informée de la date ni du lieu de la mise en terre, conformément à la demande de la famille, afin d'éviter toute situation conflictuelle. J'ai senti ma gorge se fermer. Les lettres dansaient. Et puis, en bas, une signature, pour la famille D, autorisation d'organisation des obsèques, Claire Durand. Je me suis levée d'un bond, comme si la chaise venait de me brûler. J'ai pris le papier, je l'ai approché de la lampe. Ma signature n'y figurait pas. Et pourtant, le document parlait au nom de la famille. Au nom de qui? Certainement pas du mien. Mes mains tremblaient. Je me suis assise à nouveau, j'ai respiré profondément. Le silence autour de moi avait une densité étrange, presque vivante. Je me suis revue, il y a 40 ans, signant avec Paul l'acte d'achat de notre maison. J'avais tracé mon nom lentement, fière d'être copropriétaire. Aujourd'hui, on me volait même le droit d'être coveuve. J'ai pris mon carnet, celui que je gardais sur la table, et j'ai écrit en lettres majuscules « Faux, exclusion, preuve ». Puis, plus bas, « Lettre reçue le 17 mars, sans signature de ma part ». Je me suis levée. J'ai rangé le document dans une pochette transparente, soigneusement. Ce n'était plus du chagrin, c'était une preuve. À ce moment précis, quelque chose en moi s'est déplacé. Ce n'était plus seulement la douleur de perdre Paul, c'était l'humiliation d'être effacé de notre dernière page commune. On voulait me supprimer du dernier chapitre de notre histoire, celui où j'aurais dû lui dire adieu. Je me suis avancée vers le miroir du salon. Le visage qui m'a regardé n'était plus celui d'une veuve en pleurs,
mais celui d'une femme soudain éveillée. Je me suis dit à voix haute, « Je n'irai peu, être pas en robe noire, mais j'irai avec la loi. » Le ton m'a surprise. Calme, net, presque froid. J'avais dit la vérité, et cette vérité m'avait redressée. Je me suis rappelé les paroles de Claire. Quelques jours plus tôt, « Tu ne viendras pas, ce serait inapproprié. » Et j'ai compris. Ce n'était pas une maladresse. C'était une stratégie. On avait décidé que j'étais gênante, donc on m'effaçait. Je me suis servi un verre d'eau. Le liquide a tremblé dans le verre, mais pas ma main. Le lendemain, j'ai ressorti le dossier de Paul, livret de famille, certificat, notre contrat de mariage, les factures du cimetière. J'ai tout mis sur la table, comme on prépare un champ de bataille, rangé, mais déterminé. Puis j'ai cherché le numéro du notaire, pas celui de Claire, le nôtre, maître Le Chenadec, un homme à la voix douce et aux mots précis. J'ai laissé un message. « Maître, ici Madame D. Il y a une irrégularité concernant les obsèques de mon mari. J'aimerais vous voir demain. » La nuit qui a suivi, je n'ai presque pas dormi. Je me suis revue à 20 ans, cousant la robe de mariée d'une cliente. La même précision, la même concentration, mais dans un autre combat. J'allais recoudre ma dignité, point par point. Au matin, la maison sentait le café et la pluie. J'ai mis mon manteau, j'ai glissé la pochette dans mon sac. En refermant la porte, j'ai eu un frisson. Ce claquement sec, c'était celui d'une vie qui change de ton. Je n'étais plus la femme que l'on protège de la fatigue. Je devenais celle qui lit les papiers jusqu'au bout. Sur le chemin vers l'étude notariale, je me suis surprise à regarder les passants. Tous semblaient aller quelque part, affairés, distraits. Aucun ne savait qu'une vieille femme de 75 ans marchait à côté d'eux avec un dossier qui valait plus que de l'or. Sa dignité. Devant la porte du notaire, j'ai sorti mon carnet. J'y ai ajouté une phrase. Ils ont voulu me rayer de la cérémonie. Je vais réapparaître dans les actes. Et sous la date, une dernière ligne, tracée lentement, d'une écriture droite. Je n'ai plus peur, seulement de me taire. Cette nuit-là, le sommeil m'a quitté comme un invité qui ne reviendra plus. J'ai regardé l'heure sur le réveil. 2h47. La maison entière respirait à vide. Privée de Paul, de sa toux, de ses pas prudents dans le couloir. J'ai ouvert les yeux sur le plafond noir et, dans cette obscurité, les visages de mes filles défilaient un à un. Claire, ferme, impénétrable. Anne, fuyante, impuissante. Puis, le visage de Paul, calme, presque apaisé, comme s'il m'écoutait encore. Je lui ai parlé, à voix basse. « Tu savais, toi? Tu as senti qu'il m'écartait ?» Le silence d'abord m'a répondu. Puis j'ai cru entendre sa voix intérieure, celle qui me disait toujours « Laisse couler, tu es plus forte quand tu attends. » Mais cette fois, attendre, c'était renoncer. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe du salon. La lumière pâle a réveillé les meubles, les ombres, les cadres. Sur la table, le dossier des pompes funèbres m'attendait, impassible. J'ai posé ma main dessus, comme sur une plaie. Honte et colère se mêlaient dans ma gorge. Honte d'avoir été si docile, si polie. Colère d'avoir confondu la douceur avec la lâcheté. Je me suis dit, j'ai passé 50 ans à obéir. Peu. Être que c'est à mon tour de signer. J'ai sorti le carnet. Sur la page d'hier, les mots faux, exclusion, preuve me regardaient. Je les ai relus, lentement. Puis j'ai écrit dessous. Paul, si tu m'entends, je vais me battre sans crier. Je crois que c'est là, à ce moment précis, qu'un autre souffle s'est installé en moi. Pas celui de la vengeance, non, celui du devoir. Je me suis servi un thé. J'ai tiré les rideaux. Dehors, la pluie tombait en biais sur la rue déserte. La lueur des réverbères dessinait des barreaux sur le mur. J'ai pensé. C'est ce qu'ils veulent, que je reste là, enfermée dans la douleur. Alors, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ouvert la fenêtre en grand. L'air froid m'a coupé la respiration. Et c'est dans ce courant d'air, entre deux sanglots, que j'ai senti revenir ma liberté minuscule, fragile, mais bien vivante. Les jours suivants ont passé comme des pages blanches. Je ne dormais plus. J'observais les choses, j'écoutais le moindre bruit. Chaque appel, chaque lettre, chaque silence devenait un signe. Je passais mes matinées à classer les papiers de Paul, mes après-midi à marcher dans le quartier.
juste pour sentir mes jambes encore capables de porter quelque chose. Moi. Un matin, en revenant de la boulangerie, j'ai croisé Thérèse, ma voisine du rez-de-chaussée. Elle portait un manteau violet et un chignon un peu défait. Nous n'avions jamais beaucoup parlé, juste des politesses d'escalier. Ce jour-là, elle m'a arrêtée. « Je suis désolée pour votre mari, ma chère. J'ai appris. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Elle m'a observé un instant, puis a dit d'une voix douce, « Vous avez cette expression que j'ai vue souvent, autrefois, au tribunal. » Je l'ai regardée, surprise. « Vous travaillez au tribunal ?» Elle a souri. « Greffière pendant 30 ans. J'ai vu passer des femmes comme vous. Des femmes fatiguées, dignes, qu'on essayait d'effacer. Vous savez, il y a toujours un moyen de laisser une trace. Vous avez entendu parler de la main courante ? Ce mot a eu sur moi l'effet d'une porte entr'ouverte. Elle a expliqué calmement. Ce n'est pas une plainte. C'est un constat. Une preuve qu'un jour, à telle heure, vous avez existé et que vous avez dit non. Je l'écoutais, figé. Notez tout, a-t-elle ajouté. Nom, date, lettre. Le droit, c'est de la mémoire organisée. Je suis rentrée chez moi avec ces mots dans la tête. Mémoire organisée. C'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai ouvert un nouveau cahier. En première page, j'ai écrit « Plan d'action, dossier Paul D. » Sous le titre, j'ai dressé la liste. Appelez le notaire, le Chenadec. Vérifier la banque. Compte conjoint, procuration, retrait. Chercher une avocate, si besoin. Déposer une main courante. Conserver les originaux. Chaque mot, chaque ligne me redonnait un peu de force. Je n'étais plus une femme écartée de la cérémonie. J'étais une témoin en train de construire son dossier de vérité. Le soir, j'ai allumé une bougie près de la photo de Paul. Je lui ai parlé encore. Je sais que tu n'aimerais pas me voir remuer tout ça. Mais c'est toi qu'ils ont voulu enterrer sans moi. Je ne défends pas mon orgueil, Paul. Je défends notre histoire. La flamme tremblait. Peut être à cause du courant d'air, ou peut être parce qu'il m'écoutait. J'ai fermé les yeux, j'ai murmuré à notre père. Les mots sortaient lentement, un à un, comme des aiguilles que je tirais d'une plaie. La honte s'est peu à peu transformée en une clarté tranquille. Oui, j'avais obéi toute ma vie. J'avais laissé Paul décider des voyages, Claire des repas de famille, Anne des dates de Noël, mais à présent, il n'y avait plus personne à suivre. Il n'y avait que moi. Et moi, je savais lire, écrire, signer. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, presque neuf. Dans mon rêve, Paul marchait devant moi sur un chemin bordé de lilas. Il se retournait, me tendait la main et disait simplement « Cette fois, avance sans moi ». Je me suis réveillée en pleurant, mais c'était des larmes propres, lavées de la peur. Le matin, j'ai enfilé mon manteau, j'ai pris mon dossier sous le bras. Avant de sortir, j'ai relu la dernière ligne de mon carnet. Ne plus subir. Agir avec calme, puis j'ai ajouté, en dessous, d'une écriture ferme. Le droit, c'est aussi une prière. Et j'ai refermé la porte derrière moi. Je suis allée chez le notaire, comme on va voir un médecin, avec des documents, un peu de honte, et l'espoir d'un diagnostic qui rassure. L'étude de maître Le Chenadec sentait le papier ancien et la cire, une odeur qui me donnait confiance. Il m'a reçu dans son bureau, derrière une grande table en bois lustré, et m'a demandé, sans brusquerie, « Madame, que souhaitez-vous » Je lui ai posé l'enveloppe Kraft, le feuillet des pompes funèbres et la copie de la lettre falsifiée. Il a lu lentement, plissant les yeux, puis a posé sa main sur la mienne avec une délicatesse que j'ai trouvée inattendue. « Vous êtes l'épouse » a-t-il dit, simple et net, et il a énuméré, en phrases courtes, ce que la loi reconnaît, le droit d'être informé des obsèques, la présomption d'intérêt légitime, la possibilité d'agir en référé en cas d'entrave manifeste. Ces mots m'ont rendu mes contours. Il a pris un parchemin, a dicté un courrier clair et sans fioriture aux pompes funèbres copie à Claire, rappelant la qualité d'épouse et exigeant communication de la date et de la modalité des obsèques. Il a aussi préparé un courrier pour la mairie, pour la banque, et un modèle de mise en demeure si l'on persistait à m'exclure. J'ai signé, lentement. Chaque signature était une couture posée sur une blessure. Ensuite, maître Le Chenadec m'a expliqué calmement les étapes à suivre. Déposer une main courante au commissariat
pour signaler l'usage d'un document à mon insu, demander un état des comptes conjoints auprès de la banque, vérifier la présence d'éventuelles procurations et, si besoin, saisir le juge des référés. Il a joint à tout cela une liste d'adresses utiles et m'a recommandé une avocate compétente, Maître Clément, dont il connaissait la ténacité. Je suis sorti de son étude avec un dossier qui tenait maintenant de l'armure. Copie certifiée, photocopie numérotée, enveloppe scellée. J'ai glissé le tout dans mon sac, le cœur étrangement léger. Organiser, c'est comprendre. Comprendre, c'est reprendre pied. La rencontre avec Maître Clément fut plus brève, plus nerveuse. Je l'ai trouvé dans un cabinet moderne, des rayonnages pleins de codes et des affiches sur le rôle protecteur du droit. Elle m'a écouté, sans impatience, puis a prononcé une phrase qui m'a encouragée. « On va faire savoir que vous existez juridiquement. » Elle a rédigé une mise en demeure à l'adresse de Claire et de Hugo, enjoignant de communiquer toute information relative aux obsèques et de cesser toute démarche excluant l'épouse. La lettre était sèche, professionnelle, copie à la société de pompes funèbres, copie au notaire, délai de 48 heures avant action judiciaire. Pendant que les lettres prenaient forme, j'ai continué mes propres démarches, pas à pas, avec la lenteur méthodique d'une couturière. Ouverture d'un compte personnel à la banque, pour séparer mes fonds propres de tout mouvement suspect. Demande d'extrait des mouvements sur le compte joint. Photocopie du livret de famille et du contrat de mariage. Conservation des originaux sous clé. Chaque document allait dans une chemise. Chacune des chemises recevait une étiquette, et je notais sur la première page de mon carnet la date et l'heure de chaque action. J'ai déposé la main courante au commissariat le lendemain matin. L'agent a pris note, m'a remis un récépissé et m'a expliqué en termes simples ce que cela signifiait. Une trace officielle sur laquelle s'appuyer. Pas forcément une plainte, mais une mémoire. J'ai senti, à la sortie, que l'écheveau se tissait enfin. La rédaction du testament a été l'ultime geste posé avec précaution. Avec Maître Le Chenadec, nous avons revu les clauses, j'ai confirmé mes volontés anciennes, puis j'ai ajouté une disposition claire et précise. J'ai légué une partie des bijoux de famille et une somme représentative à Émilie, la fille d'Anne, non pas par caprice, mais parce que cette petite fille avait été près de son grand-père dans ses derniers jours, parce qu'elle représentait pour moi la transmission et l'avenir. J'ai inscrit une clause explicite sur les obsèques, souhait d'inhumation auprès de Paul D., décision à coordonner avec l'épouse. J'ai appointé comme personne de confiance une amie fidèle, Lise, pour veiller à l'application. Tout cela, je l'ai fait en silence, sans aucune mise en scène. Pas de menaces publiques, pas de scandale. Les actes ont remplacé les cris. L'envoi des mises en demeure et des courriers recommandés s'est fait dans la même discrétion. Timbre, cachet, preuve d'envoi. J'ai gardé une copie de tout, bien rangée dans mon placard, entre les draps de lin, comme on garde les recettes qu'on chérit. Chaque geste me rendait plus solide. Je n'éprouvais plus cette honte diffuse d'être une vieille femme qui se plaint. Je devenais une personne avec des droits, une histoire et des papiers. Le soir, j'ai relu mon carnet. La première page était remplie de dates, d'heures, de noms. J'ai posé ma main sur la couverture, comme pour confirmer que je n'oublierais rien. Dans la cuisine, l'horloge sonna 8 coups. J'ai éteint la lumière, la tête pleine d'un calme étrange. Tout était prêt, dans le calme. Le jour des obsèques, la ville était couverte d'un voile gris, un ciel de suie qui semblait peser sur les toits. Je m'étais levée à l'aube, sans hâte. J'avais préparé mon sac la veille, livret de famille, courrier de Maître Le Chenadec, mise en demeure signée de Maître Clément, copie de la main courante. Le tout rangé dans ma pochette grise, celle où je gardais autrefois les patrons de couture. Je me suis habillée sobrement, une robe bleu nuit, mon manteau long, le foulard de Paul noué au cou. Pas de noir ostentatoire, pas de deuil de théâtre. En descendant la rue vers l'église Saint-Joseph, j'ai senti la morsure du froid dans mes doigts, mais aussi une force neuve, presque physique. Les passants m'évitaient, sans savoir qu'ils frôlaient une femme qui venait récupérer sa place dans le monde. Devant le porche, un petit attroupement parlait à voix basse. J'ai reconnu des voisins, quelques anciens collègues de Paul, et, plus loin, Claire et Hugo, entourés de leurs amis. Claire portait un manteau clair, strict,
son visage lisse comme une façade fermée. Quand elle m'a vue, son expression s'est figée, le sourire social s'est éteint d'un coup. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix tremblait légèrement, plus de colère que de surprise. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement sorti de ma pochette la lettre du notaire. Le maître de cérémonie, alerté par le silence, s'est approché, costume sombre, regard inquiet. Je lui ai tendu le document. Je suis l'épouse de Monsieur Paul D. Voici la confirmation officielle de mon statut. Il a lu quelques lignes, puis m'a regardé avec une gravité respectueuse. « Madame est l'épouse, a-t-il déclaré distinctement. Elle est à sa place. » Un murmure a traversé l'assistance. Les têtes se sont tournées, les chuchotements ont parcouru les bancs. Claire a pâli, Hugo a voulu protester. Il y a un malentendu, tout cela a été organisé, le maître de cérémonie l'a coupé net. La loi ne connaît pas le malentendu, monsieur. Le silence qui a suivi était lourd comme une pierre. J'ai franchi le seuil, droite, posée. Dans la nef, l'air sentait la cire et les fleurs blanches. Le cercueil de Paul reposait là, simple, clair, sous la lumière froide des vitraux. Je me suis avancée jusqu'au premier rang. Personne n'a osé m'arrêter. J'ai posé la main sur le bois du cercueil. Il était tiède de soleil filtré, presque vivant. J'ai murmuré « Je suis là, Paul ». Puis je me suis assise, le dos droit, les mains croisées sur mon sac. Je sentais dans mon dos les regards de Claire et d'Hugo. J'ai fermé les yeux pendant la messe. Le prêtre parlait de réconciliation, de famille unie dans la douleur. Ces mots, ironiquement, tombaient juste. À un moment, j'ai perçu la respiration nerveuse de Claire derrière moi, le froissement de son sac, le claquement discret d'un talon. Mais je ne me suis pas retournée. Le calme est parfois plus violent que la colère. Quand la cérémonie s'est achevée, les gens ont commencé à se lever, confus. Plusieurs voisins m'ont salué timidement, d'autres ont chuchoté des courages, madame. Hugo me jetait des regards d'acier. J'ai attendu que la foule se disperse un peu avant de me tourner vers ma fille. Elle s'est avancée vers moi, le visage livide. « Tu n'avais pas le droit, maman. Tu nous mets dans l'embarras devant tout le monde. » Sa voix tremblait d'une rage contenue. Je lui ai tendu calmement une enveloppe. « C'est la lettre de mon avocate. Tu devrais la lire avant de parler. » Elle a reculé d'un pas, comme si l'enveloppe était un objet brûlant. « C'est ridicule tout ça. Tu ne comprends pas. »« Si, » ai-je murmuré. « Pour une fois, je comprends très bien. » Derrière elle, Hugo faisait mine de partir, mal à l'aise. Anne, en revanche, s'était approchée. Elle n'a rien dit, mais son regard m'a suffi. Elle savait. Elle avait compris depuis longtemps que la façade de Claire craquait. J'ai remis l'enveloppe dans la main de ma fille, doucement, sans forcer. « Je te la laisse. » 3 mots, rien d'autre. Mais ils ont résonné dans le silence comme un jugement. Elle a baissé les yeux, serré l'enveloppe contre elle. Je l'ai vue, un instant, vaciller entre la honte et la colère. Le vent s'est levé dans la cour de l'église. Les bouquets déposés devant le portail s'éparpillaient un peu. Je suis restée là, droite, jusqu'à ce que la voiture funéraire démarre. J'ai suivi le cortège à distance, sans chercher à m'imposer. J'étais à ma place, non pas celle qu'on m'avait laissée, mais celle que j'avais reprise. Quand tout fut terminé, les gens se sont dispersés. Claire est montée dans sa voiture sans me regarder. Hugo l'a suivie. Anne m'a prise dans ses bras, longtemps. « Tu as bien fait, maman, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin de mots. Sur le parvis, il ne restait que moi, le maître de cérémonie et quelques pétales humides. Il m'a serré la main. « Madame, je tenais à vous dire, vous avez eu raison de venir. » J'ai hoché la tête, puis je suis partie lentement. Mes pas claquaient sur les pavés. Je sentais à chaque pas quelque chose se refermer. Un piège qui, cette fois, ne m'était plus destiné. Le piège, c'était eux qui l'avaient tendu, et ils venaient d'y tomber, pris dans leurs propres mensonges. Je n'ai rien crié, je n'ai rien prouvé par la colère. Mon silence suffisait. Ce jour-là, devant Dieu, devant la loi, devant tous, j'avais simplement rétabli une vérité. J'étais l'épouse de Paul D. Et personne, plus jamais, ne pourrait le nier. Les jours qui ont suivi les obsèques ont eu la lourdeur des lendemains d'orage. Tout semblait en apparence calmé, mais dans l'air, on sentait cette tension particulière, cette électricité invisible qui précède les vraies secousses. Je n'ai rien cherché.
Je n'ai pas appelé Claire, ni Hugo. J'ai simplement laissé la loi suivre son cours et la vérité, son propre itinéraire, mais le silence parfois agit comme un révélateur. Quand les mots s'arrêtent, les faits, eux, parlent. 3 jours après la cérémonie, Maître Le Chenadec m'a convoqué pour la lecture du dossier de succession. Anne m'y a accompagnée. Elle n'avait rien dit depuis l'église, mais son regard m'avait suffi. Claire, décidée. Nous sommes entrés ensemble dans le bureau du notaire. Les rideaux étaient tirés, la lumière tombait en oblique sur les papiers empilés. Sur la table, un dossier rouge trônait celui de Claire. À côté, un autre, plus épais, le mien. Maître Le Chenadec a commencé d'une voix égale. Nous allons vérifier l'état des comptes et des biens, conformément aux obligations successorales. Il a ouvert le dossier rouge. Anne s'est redressée. Je ne dirai jamais les détails exacts de ce qu'il a lu, par pudeur. Mais je me souviens du silence qui a envahi la pièce quand il a prononcé les mots « mouvement bancaire non justifié ». Des retraits répétés, étalés sur plusieurs mois, effectués depuis le compte joint. Des signatures qui n'étaient pas de la main de Paul. Claire a pâli, a voulu expliquer. Papa m'avait donné son accord. C'était pour les travaux, vous savez bien. Le notaire a levé les yeux. Les travaux n'ont laissé aucune facture, madame. Hugo, assis à côté d'elle, transpirait à grosses gouttes. Anne, elle, ne bougeait plus. Elle fixait sa sœur avec un calme qui ressemblait à une justice muette. Je n'ai rien dit. Je notais dans ma tête comme on épingle des preuves sur une carte. Le notaire a poursuivi, implacable. Il a énuméré les versements croisés, les virements vers un compte annexe, les chèques de gestion courante faits à la main. Il faudra justification, Madame Durand. Sinon, nous serons contraints de signaler ces anomalies à la chambre notariale. Claire s'est effondrée sur sa chaise, la tête entre les mains. J'ai entendu un sanglot étouffé. Je n'ai ressenti ni vengeance ni triomphe. Seulement une lassitude immense. La vérité, une fois sortie de terre, n'apporte pas la joie. Elle nettoie, voilà tout. Anne m'a pris la main sous la table. « Laisse, maman, murmura-t-elle. Ce n'est plus à toi de parler. » Et elle avait raison. Ma parole avait déjà fait son œuvre, silencieusement. Les jours suivants ont été un délitement progressif de ce que Claire croyait solide. Les appels du notaire se succédaient, les courriers de la banque, les demandes d'explications. Hugo s'est éloigné le premier. Il n'a pas supporté la honte, ni les rumeurs. Dans le quartier, on murmurait « la fille de Madame D, celle qui a voulu priver sa mère d'enterrement ». Les gens adorent les drames discrets. Anne, elle, venait chaque soir prendre le thé avec moi. Nous parlions peu. Elle m'aidait à ranger les papiers, à classer les documents, à répondre aux lettres. Parfois, nous regardions ensemble les vieilles photos de famille, les pique-niques au bord de l'Isère, la maison en construction, les enfants riant dans la boue. Je sentais dans ses gestes une douceur que j'avais cru perdue. Un soir, elle a dit « Tu sais, j'ai longtemps cru Claire plus forte que moi. En réalité, elle a juste eu plus peur. » J'ai répondu doucement. On finit toujours par détruire ce qu'on essaie trop de contrôler. Pendant ce temps, les murs de la maison familiale semblaient se resserrer autour de moi. Trop de souvenirs, trop d'ombre. Paul n'y était plus, et sans lui, chaque meuble paraissait déplacé. J'ai pris ma décision sans drame. La vendre. Je suis retournée voir Maître Le Chenadec. « Vous êtes sûre, madame ? C'est la maison de toute une vie. » « Justement, ai-je répondu. Ma vie continue ailleurs. » Il a hoché la tête, puis a préparé les actes. Quand les agents immobiliers sont venus faire les photos, j'ai ressenti un pincement, mais pas de regret. Le passé, à force de rester fermé, moisit. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer le vent. Le parfum du lilas du jardin est monté jusqu'au grenier. Le jour de la signature de vente, Claire n'est pas venue. Elle avait envoyé un mail laconique. « Faites comme vous voulez, je n'ai plus la force. » Anne était là, à mes côtés, le regard ferme. Quand le notaire a dit « c'est fait », j'ai senti quelque chose se détacher en moi, comme un fil trop tendu qui enfin se relâche. En sortant de l'étude, j'ai regardé la façade une dernière fois. Les volets bleus, le rosier que Paul avait planté, la fenêtre de la cuisine. Tout cela s'éloignait doucement, mais sans douleur. Le passé ne me retenait plus. Il se dissolvait dans une clarté étrange, presque douce. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'Émilie.
ma petite fille. Mamie, j'ai rêvé de papy. Il disait que tu avais bien fait. J'ai relu le message plusieurs fois, les larmes aux yeux. Non pas parce qu'il me manquait, il me manquerait toujours, mais parce qu'enfin, quelqu'un de la génération suivante comprenait. Claire ne m'a plus appelée. Pas une lettre, pas une visite. Peut-être qu'un jour, la honte s'effacera et qu'elle osera revenir. Mais ce jour-là, je saurais l'accueillir sans haine. Pour l'heure, j'avais regagné ce que j'avais perdu. Ma voix, mon nom, mon droit d'exister. La maison, elle, appartient désormais à d'autres. Un jeune couple y a emménagé. Ils ont repeint les volets, planté des lavandes à la place du vieux rosier. Parfois, je passe devant, je m'arrête un instant sur le trottoir. Je souris. Le passé, enfin, a trouvé preneur. Et moi, je pouvais, pour la première fois depuis longtemps, respirer sans regarder en arrière. J'ai choisi Seth. Je ne sais pas pourquoi ce nom m'avait toujours rassuré peu. Être à cause de la mer, ou de ces maisons claires qui semblent se reposer les unes sur les autres. En descendant du train, j'ai senti une odeur de sel et de lessive chaude, ce parfum mêlé qui dit à la fois la propreté et la liberté. Mon nouvel appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien, avec des volets verts et un balcon étroit. La propriétaire, une veuve comme moi, m'avait dit « Il n'est pas grand, mais la lumière est douce. » Elle avait raison. Le matin, le soleil entrait jusqu'à ma table, et le soir, la mer se devinait au loin, à travers un carré de ciel. Je n'avais gardé que le nécessaire. Quelques meubles, mon carnet, ma machine à coudre, la photo de Paul et une vieille tasse fêlée. Tout le reste, les rideaux, les nappes, les souvenirs encombrants étaient restés là-bas, avec la poussière du passé. Les premiers jours, j'ai eu peur du silence. Pas celui des disputes éteintes ou des maisons trop grandes, mais le vrai silence, celui qui oblige à écouter ses propres pas. Je passais des heures à marcher le long du canal, à regarder les barques bleues accrochées à leurs cordes, les pêcheurs ranger leurs filets. Il y avait dans ces gestes lents une paix que je n'avais jamais connue. Peu à peu, une routine s'est installée. Le matin, je faisais mon café, j'ouvrais les fenêtres et je laissais entrer le cri des mouettes. Puis je sortais ma machine à coudre. Une voisine, Nadia, m'avait demandé un ourlet pour sa robe. Puis une autre, un rideau. En quelques semaines, j'avais retrouvé un petit cercle de clientes, modestes mais fidèles. Je recousais, je reprenais, je raccommodais non seulement les tissus, mais ma propre existence. Chaque point que je posais me rattachait au monde. À midi, je mangeais souvent sur le balcon. Un morceau de pain, un peu de fromage, une pêche. Devant moi, la mer miroitait. Parfois, j'entendais le clocher sonner et je me disais que chaque coup de cloche lavait encore un peu la rancune qui collait à mon cœur. Un après-midi, alors que je rangeais mes bobines, la sonnette a retenti. C'était Émilie, ma petite fille. Elle portait un sac à dos, un sourire timide, et ce regard curieux des jeunes qui n'ont pas peur de franchir les silences. « Maman m'a dit où tu étais, » murmura-t-elle. « Je voulais te voir. » Je l'ai fait entrer. Elle a tourné autour de la pièce, caressant le rebord de la table, les tissus empilés, la photo de Paul sur l'étagère. « C'est petit, a-t-elle, dit en riant doucement. « Mais c'est joli. »« C'est assez, ai-je répondu. Nous avons parlé longtemps, de son école, de ses amis, de sa vie à Lyon. Elle m'a raconté comment, le jour de l'enterrement, elle avait voulu venir me chercher, mais que sa mère l'en avait empêché. Elle a dit « J'ai eu honte, mamie. Pas de toi, de nous. » Je lui ai pris la main. « Tu n'as pas à avoir honte, ma chérie. Le mal vient parfois de la peur, et la peur, c'est une maladie qu'on attrape jeune et qu'on guérit tard. » Elle est restée 2 jours. Nous avons marché sur les quais, mangé des glaces à la pistache, regardé les barques rentrer au port. Elle a même cousu un ourlet avec moi. En partant, elle m'a laissé une photo d'elle avec Paul, enfant. Je l'ai glissée dans mon carnet, à la page où j'avais écrit, des mois plus tôt, faux, exclusion, preuve. J'ai ajouté, juste à côté, renaissance, transmission, paix. Les semaines suivantes ont passé doucement, rythmées par les marchés, le chant des cigales, les lettres administratives à classer. Je mettais de l'ordre dans mes papiers comme on range du linge propre. Chaque enveloppe triée, chaque signature retrouvée me redonnait la maîtrise de mon existence. Un jour, j'ai reçu un courrier de Claire.
3 phrases, pas plus. Je ne demande pas pardon, je n'en ai pas encore la force. Mais je voulais que tu saches que je pense à toi. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé la lettre sur la table, à côté de ma tasse, et j'ai murmuré « C'est un début. Le pardon ?» J'y pensais souvent, mais pas comme un geste héroïque. Je me suis dit « On ne pardonne pas pour effacer. On pardonne pour respirer. Effacer, c'est nier ce qu'on a vécu. Respirer, c'est le reconnaître sans que ça nous écrase. » Alors j'ai continué à respirer, chaque matin, un peu plus profondément. Les habitants de l'immeuble m'avaient adopté. On m'appelait Madame Paul, par habitude sans doute, mais ça ne me dérangeait plus. Ce nom, je le portais avec douceur, comme une étoffe bien repassée. Le soir, j'allumais une bougie sur le rebord de la fenêtre. Pas pour prier seulement, mais pour saluer la mer. Une flamme contre l'obscurité. Je ne vivais pas dans le bonheur éclatant dont parlent les livres. Non, j'étais dans ce calme honnête des femmes qui ont traversé la honte et s'en sont lavées. Parfois, une mélodie de Schumann me revenait, jouée par Élise autrefois au bord de l'Isère. Je fermais les yeux et je voyais Paul sourire. Je lui disais en silence « Tu vois, j'ai tenu parole. Je me suis battue sans crier. » Et dans le souffle du vent marin, j'entendais presque sa voix répondre « Alors repose-toi maintenant. Tu as gagné ton calme. » Je me suis souri à moi-même. Oui, j'avais gagné quelque chose. Pas la revanche. La paix. La fin d'un jour d'été. La lumière coule lentement sur les façades de Sète, dorant les volets verts et les tuiles chaudes. Dans mon petit salon, la fenêtre ouverte laisse entrer l'odeur du sel et celle, plus lointaine, des algues qu'on brûle sur les quais. Le soir descend, calme et droit, comme un rideau qu'on tire sans bruit. Je suis assise à ma table, la même depuis des années, ma tasse de thé encore tiède à portée de main. Devant moi, mon carnet. Celui qui m'a accompagné à travers toute l'humiliation, la colère, la loi, la paix. La couverture bleue est usée au coin, la reliure gondolée par la mer et les larmes. Je l'ouvre à la première page. Les lettres tremblantes d'autrefois me sautent aux yeux. 14 mars. Chez Claire, elle m'a dit « Tu ne viendras pas ». Je reste longtemps à regarder cette phrase. Elle me semble écrite par une autre femme, une femme encore pliée, encore hésitante, qui croyait que l'obéissance était une forme d'amour. J'entends sa voix trembler au fond de moi, et j'ai presque envie de lui dire merci. C'est grâce à cette phrase que tout a commencé. Je prends mon stylo, lentement, et j'écris juste en dessous, d'une écriture posée, « Je suis venu ». 2 mots, simples, comme une signature sur la vie. Je me relis, et un sourire imperceptible monte à mes lèvres. Dehors, la lumière s'adoucit encore. Les barques rentrent au port, les mouettes tournent au-dessus de l'eau. On entend les rames fendre la surface, le clapotis léger qui ressemble à une respiration. Cette mer, je la regarde chaque soir. Elle a été mon témoin silencieux. Elle ne juge pas, elle ne demande rien. Elle avance, inlassable, comme une mémoire qui ne s'éteint pas. Je pense à tout ce chemin parcouru, la lettre falsifiée, les démarches, le notaire, les audiences, le regard vide de Claire à l'église. Tout cela me semble maintenant lointain, presque étranger. J'ai traversé la honte, les papiers, les silences, et je suis toujours là. Pas victorieuse, non. Juste debout. Je ferme les yeux un instant. J'entends la voix de Paul, douce et rieuse, celle de nos années de jeunesse. Un fleuve, ça ne discute pas avec les pierres, ça passe. Alors je laisse passer. Je me lève, j'ouvre la fenêtre. Le vent du soir entre, soulève légèrement les pages du carnet, les fait frémir comme des ailes. Une photo d'Émilie s'échappe et tombe sur le sol. Je la ramasse. Son sourire éclaire toute la pièce. J'y vois le futur, pas celui que j'aurais rêvé, mais celui que j'ai rendu possible. Je la revois, cette enfant devenue femme, me tenant la main sur le port, sa voix douce disant « Papy serait fier de toi. » Oui, Paul serait fier. Pas de ma vengeance, mais de ma constance. Il m'a appris la rigueur. La vie, elle, m'a appris la justice silencieuse. Je replace la photo dans le carnet, à côté de mes premières notes. Je regarde les mots. Tous ces mots écrits pour ne pas disparaître. Ils forment une ligne de vie, un fil tendu d'une page à l'autre, d'une époque à l'autre. Un fil que j'ai tenu entre mes doigts, comme on tient l'aiguille quand le tissu se déchire.
Dans le reflet de la vitre, je me vois vieille, ridée, apaisée. Mon visage porte tout. La fatigue, la patience, la lumière tardive. Je pense à Claire, à son silence, à sa peur. Je ne lui en veux plus. Je sais maintenant que chacun affronte la vieillesse de ses parents à sa manière, souvent maladroite, parfois cruelle. Elle a voulu contrôler ce qu'elle ne comprenait pas. L'amour obstiné d'une mère qui ne s'efface pas à la demande. Je ne sais pas si elle reviendra. Peut être. Et si elle frappe un jour à ma porte, je lui ouvrirai. Pas pour réparer, pas pour tout recommencer, mais parce que j'ai appris qu'on ne pardonne pas pour effacer, on pardonne pour respirer. Je pose le carnet refermé sur la table. Le papier garde encore la chaleur de ma main. Je me dirige vers la fenêtre. Le soleil a disparu derrière la colline. Ne reste qu'une traînée rose au-dessus de la mer, comme une cicatrice qui s'éteint doucement. Je reste là, longtemps, immobile, à écouter la respiration du monde. La mer roule, calme, contre les quais. Une cloche sonne, lointaine. Je murmure pour moi-même, à mi-voix. On m'a interdit de dire adieu. Alors j'ai appris à dire la loi. J'ai traversé la honte, les papiers, les silences. Et aujourd'hui, je sais qu'on peut reconstruire sa paix sans faire de bruit. Le silence peut aussi être une forme de justice. Ces mots résonnent dans la pièce vide, s'y déposent comme une poussière d'or. Je referme la fenêtre, souffle la bougie. Dans la pénombre, la mer continue de briller, obstinée et claire. Et moi, je souris. Parce que, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai la certitude d'avoir repris ma place, non pas dans leur monde, mais dans le mien. Paul avait raison, le fleuve passe. Moi aussi,